بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un cours intitulé La programmation orientée objet. Normalement, ce sont des cours destinés pour les gens qui étudient l'informatique, niveau licence 2, donc programmation orientée objet. Voici quelques références avant de commencer. Vous pouvez consulter Apprendre la programmation orientée objet avec le langage Java, Luc Gervais, 12e édition. Vous pouvez consulter le site http://openclassroom.com course Apprenez à programmer en Java. Troisième référence, c'est Java 8, Apprendre la programmation orientée objet et maîtriser le langage, Thierry Grossard. Dernier document, c'est la programmation objet en Java, Michel Devaille, édition du Nantes 2006. Donc, toujours, on commence par une introduction et objectif. Nous avons que l'objectif de ce cours, c'est bien l'introduction des concepts de base de la programmation orientée objet, ou bien ce qu'on appelle le POO, programmation orientée objet. L'un des paradigmes de programmation le plus utilisé par la pratique en utilisant le langage Java. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 1. Ce sont les bases de la programmation orientée objet. On va commencer après quelques historiques de la programmation orientée objet. Nous avons entre début des années 50, nous avons les langages bas niveau, exemple, langage binaire, langage assembleur. La fin des années 50, début des années 60, nous avons le langage de plus haut niveau, ce qu'on appelle le Fortran et le COBOL. Vers les années 1990, nous avons les langages de programmation structurés, exemple, le Pascal et le C. Les années 1980, nous avons la programmation orientée objet, nous avons le Java, le C++, le PHP. Donc, toujours avec l'historique de la programmation orientée objet, nous avons, c'est dans les années 60 que de brillants chercheurs norvégiens, Christian Nayagar et Ole Jondan, ont développé les bases de la programmation orientée objet en créant le langage Simula. Nous avons que Simula 67 allait ouvrir la voie des langages objets comme Smalltalk, puis comme, entre autres, C++, Java et C++ qui viendront exploiter ces concepts quelques décennies plus tard. En 1980, nous avons Smalltalk. C'est le premier langage objet proposé avec un environnement de développement graphique intégré. Le Smalltalk a été conçu par l'équipe de l'Américain Alan Kay au Centre de recherche informatique californien. Maintenant, on va voir de la programmation classique vers la programmation orientée objet. Donc, nous avons des données. On va commencer par une partie qui s'appelle partie données. Elle va définir un certain nombre de variables, exemple des structures, des tableaux, etc. Deuxième partie, c'est la partie fonction. Elle sert à écrire des procédures
pour les manipuler sont associées explicitement les unes aux autres. On termine avec exécuter un programme, se réduit alors à appeler ces procédures dans un ordre décrit par le séquençage des instructions et en leur fournissant les données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, dans cette approche, données et procédures sont traitées indépendamment les unes des autres, sans tenir compte des relations étroites qui les unissent. Les questions qu'on peut poser dans ce cas, premièrement, cette séparation données-procédures est-elle utile? Deuxièmement, pourquoi privilégier les procédures sur les données? Que vont-on faire? Troisièmement, pourquoi ne pas considérer que les programmes sont avant tout des ensembles d'objets informatiques caractérisés par les opérations qu'ils connaissent? Et est-ce qu'il existe un lien sémantique entre les données et les fonctions? Quelle est la solution d'après vous? Donc, la solution, c'est bien passer à la programmation orientée objet, c'est-à-dire on va décomposer le problème en un ensemble de concepts. Donc, de la programmation classique vers la programmation orientée objet. On peut avoir une programmation, ce qu'on appelle une programmation procédurale. On va commencer que doit faire le programme, si nous avons un programme bien sûr, et sur quoi porte le programme. Le premier type de programmation procédurelle, c'est que le but de programme, c'est bien avoir que doit faire ce programme. Côté programmation orientée objet, l'idée, c'est sur quoi porte le programme. Programmation procédurale, c'est poser de gestion de compte bancaire. Par exemple, comment créditer un compte, comment débiter un compte. Mais ce qui concerne la programmation orientée objet, on s'intéresse comment se présente la structure d'un compte bancaire. Dans ce cas, on doit éliminer tout ce qui concerne la programmation structurée. Côté fonction et procédure, la solution, c'est bien programmation objet. Maintenant, on va voir quels sont les avantages de la programmation orientée objet. La première des choses, c'est bien la robustesse. Nous avons que le changement d'un programme, la réutilisation de code, erreurs d'implémentation. La deuxième des choses, c'est bien la modularité. Et on termine avec la lisibilité, ce qui mène à la fin à une meilleure maintenabilité. Pour toujours avec la programmation orientée objet, nous avons 4 concepts de base. L'un des objectifs principaux de la notion d'objet, c'est bien organiser des programmes complexes grâce aux notions d'encapsulation, d'abstraction, héritage et de polymorphisme. On va commencer par la notion d'encapsulation. Toujours, on va considérer qu'un concept, c'est un objet informatique. Le principe d'encapsulation, c'est bien regrouper dans le même concept des objets informatiques, les données et les traitements qui lui sont spécifiques. Les attributs sont des données incluses dans un objet, c'est-à-dire ses caractéristiques. Par exemple, si nous avons un rectangle, on s'intéresse à voir la largeur et la hauteur pour calculer son surface et son périmètre à travers des méthodes. Donc, les méthodes sont des fonctions ou bien les traitements définis dans un objet.
Toujours les objets sont définis par leurs attributs et leur méthode. Maintenant, on va passer à la notion d'abstraction. Nous avons qu'un objet doit permettre un certain degré d'abstraction. Le process d'abstraction consiste à identifier pour un ensemble d'éléments des caractéristiques communes à tous les éléments, des mécanismes communs à tous les éléments. Donc, l'abstraction, c'est bien se focaliser sur l'essentiel et cacher les détails. Pour la programmation orientée objet, c'est la programmation par objet. On va commencer par l'algorithmique objet. C'est dans l'approche orientée objet, un algorithme sera essentiellement vu comme un ensemble d'objets auxquels l'utilisateur envoie des messages et qui s'en en envoie pendant le fonctionnement. Toujours, ces objets seront toujours pour l'utilisateur des boîtes noires et qui ne contiendront des variables locales inconnues de l'environnement et qui ne s'intéressent d'ailleurs pas. Le seul moyen d'accéder à ces objets sera l'envoi des messages qu'ils sont capables de comprendre. Donc, on va poser la question, c'est quoi? Est-ce que c'est une classe? Est-ce que c'est un objet? Instance, attribut, c'est quoi exactement? On passe partie définition. On va commencer par la définition d'une classe. C'est quoi une classe? Une classe d'un type abstrait qui encapsule données et traitements. C'est une sorte de moule qui permet ensuite de créer autant d'instances qu'on veut. Toujours ces instances seront des objets de la classe. On va prendre un exemple d'une classe étudiant. On peut avoir son code de type entier et int, le nom de type string, prénom de type string, date de naissance de type string. Le résultat, on appelle ça la partie attribut ou bien données ou bien caractéristiques. Et la deuxième partie, comportement et fonction et traitement, c'est lecture étudiant, écriture étudiant et calcul âge. Maintenant, toujours avec la partie définition, on va définir c'est quoi un objet. On définit l'objet comme l'instance d'une classe. La classe représente pour l'objet ce que représente le type pour la variable. Un objet est caractérisé par son état qui constitue l'ensemble des valeurs, des attributs de cet objet, de son comportement qui est défini à travers les méthodes applicables à cet objet et qui caractérise de sa façon d'agir et de réagir dans son environnement. On va prendre un exemple, objet 1 étudiant, le code c'est 301, le nom par exemple c'est Nil, le prénom Karim, la date de naissance, par exemple le 12 octobre 2004, lecture étudiant, écriture étudiant et calculage. L'objet 2, c'est l'étudiant numéro 2 avec son code, par exemple 6, le nom, le prénom, date de naissance. Toujours un passe à la partie lecture étudiant, écriture étudiant et calculage. Toujours avec les définitions, on va définir maintenant c'est quoi un attribut ou bien qu'est-ce que les attributs. Toujours les attributs d'un objet sont l'ensemble des informations se présentant sous forme de variables et permettant de représenter l'état de l'objet. Exemple, son code, le nom, le prénom, sa date de naissance. C'est quoi un message? Un message, c'est une demande d'activation d'une méthode envoyée à un objet. Exemple étudiant 2, calcul H. Donc, c'est quoi une méthode? C'est une fonction procédure liée à un objet qui est déclenchée à la réception d'un message particulier. Exemple, lecture étudiant, écriture étudiant, calculage. L'interface, c'est la liste des méthodes définies au sein d'un objet
qui constituait l'interface de l'objet pour l'utilisateur. On termine avec un exercice. On vous demande de donner quelques exemples de classes ainsi que faire l'instanciation à partir de ces classes. D'accord? J'attends toujours vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.